Chapitre 4. Le processus de la haine. Elle était institutrice, ou plutôt elle l'avait été. Elle était aimante et gentille, d'une façon devenue presque routinière. Elle dit qu'elle avait enseigné pendant plus de 25 ans et qu'elle en avait été heureuse. Et bien que vers la fin elle ait eu envie de tout quitter, elle avait cependant continué. Elle venait tout juste de réaliser ce qui constituait véritablement le fond de sa véritable nature. Elle l'avait découvert soudainement au cours d'une causerie, et cela l'avait surprise autant que choquée. C'était pourtant là, et ce n'était pas une simple auto-accusation. Et en remontant le fil des années, elle se rendait compte qu'il en avait toujours été ainsi. Elle n'était que haine. Il ne s'agissait pas d'une haine dirigée vers quelqu'un en particulier, mais d'un sentiment de haine généralisé, d'un antagonisme réfréné vis-à-vis de tous et de tout. Lorsqu'elle commença à en avoir conscience, elle se dit que c'était là quelque chose de superficiel dont elle pourrait aisément se défaire. Mais avec le temps, elle découvrit que ce n'était pas aussi anodin qu'elle l'avait supposé, et qu'au contraire, cette haine profondément enracinée avait existé toute sa vie. Ce qui la choquait le plus, c'était de constater qu'elle s'était toujours crue aimante et gentille. L'amour est quelque chose d'étrange. Aussi longtemps que la pensée y est mêlée, ce n'est pas de l'amour. Lorsque vous pensez à quelqu'un que vous aimez, cette personne devient le symbole de sensations agréables, de souvenirs, d'images. Mais ce n'est pas de l'amour. La pensée est sensation, et la sensation n'est pas l'amour. Le processus même de la pensée est la négation de l'amour. L'amour est une flamme qui n'a pas la fumée de la pensée, de la jalousie, de l'antagonisme, de la coutume, qui sont des choses de l'esprit. Et aussi longtemps que le cœur est encombré des choses de l'esprit, il ne peut y avoir que la haine. Car l'esprit est le siège de la haine, de l'antagonisme, de l'opposition, du conflit. La pensée est réaction, et la réaction est toujours, d'une façon ou d'une autre, la source de l'hostilité. La pensée est opposition, haine. La pensée est toujours en compétition, cherchant sans cesse une fin, le succès. Son accomplissement donne lieu au plaisir et sa frustration à la haine. Le conflit naît de la pensée prise entre les contraires, et la synthèse des contraires est encore la haine, l'antagonisme. J'ai toujours cru, voyez-vous, que j'aimais les enfants, et même lorsqu'ils grandissaient, ils continuaient à venir me voir pour que je les réconforte quand ils avaient des ennuis. J'étais persuadé de les aimer, surtout ceux que je préférais en dehors de l'école. Mais je me rends compte aujourd'hui qu'un profond courant de haine existait, un antagonisme bien ancré. Que dois-je faire de cette découverte? Vous ne pouvez pas savoir combien j'en suis consterné, et bien que vous disiez qu'il ne faut rien condamner, cette découverte a été pourtant très salutaire. Avez-vous également découvert le processus de la haine? Voir la cause, comprendre pourquoi vous haïssez, est relativement facile. Mais avez-vous conscience des façons dont s'exprime cette haine? Pouvez-vous les observer comme vous le feriez d'un animal étrange et inconnu? Tout cela est si nouveau pour moi, je n'ai jamais considéré le mécanisme de la haine. Essayons de le faire maintenant et de voir ce que cela provoque. Essayons de considérer passivement la haine ainsi qu'elle apparaît. Ne soyez pas choqués, n'essayez ni de condamner ni de trouver des excuses. Essayez simplement de la considérer passivement. La haine est une forme de frustration, n'est-ce pas? La réalisation et la frustration vont toujours de pair. Par quoi êtes-vous intéressé, non pas professionnellement, mais au plus profond de vous-même? J'ai toujours voulu peindre. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Mon père répétait sans cesse que je ne devais pas faire quelque chose qui ne rapporte pas d'argent. C'était un homme très agressif et en toute chose, l'argent était pour lui une fin. Il n'aurait jamais fait quelque chose qui ne lui aurait pas rapporté de l'argent, ou davantage de prestige et de puissance. Encore plus était sa devise, son Dieu, et nous étions ses enfants. Mais en dépit du fait que je l'aimais, beaucoup de choses m'opposaient à lui. Cette notion de l'importance de l'argent s'enracina donc profondément en moi, et si j'ai aimé l'enseignement, c'est sans doute parce que cela me permettait de commander, d'être le chef. Pendant mes vacances, en général, je peignais, mais c'était au plus haut point insatisfaisant. J'aurais voulu y consacrer ma vie, et je n'y consacrais en fait que 2 mois par an. Je finis par cesser de peindre, mais cela me consumait intérieurement. Je comprends maintenant que cela ait pu donner naissance à de l'antagonisme. Avez-vous été marié? Avez-vous des enfants? Je suis tombée amoureuse d'un homme marié,
et nous avons vécu ensemble clandestinement. J'étais férocement jalouse de sa femme et de ses enfants. Je craignais d'avoir un enfant tout en le souhaitant passionnément. Toutes les choses naturelles, le compagnonnage quotidien, tout cela me fut refusé, et j'étais habité par une jalousie qui me dévastait. Il dut aller dans une autre ville et ma jalousie s'intensifia. C'était quelque chose d'insupportable. Afin d'oublier tout cela, je me jetai encore plus intensément dans l'enseignement. Mais je réalise maintenant que je suis toujours jalouse, pas de lui, car il est mort, mais des gens heureux, des gens mariés, de ceux qui réussissent, de presque tout le monde. Ce que nous aurions pu être ensemble nous a été refusé. La jalousie est faite de haine, n'est-ce pas? Lorsque l'on aime, il n'y a pas de place pour quelque chose d'autre. Mais nous n'aimons pas. La fumée étouffe notre vie et la flamme meurt. Il m'apparaît maintenant que j'avais déclaré la guerre à l'école, à mes sœurs, qui étaient mariées, et à presque tous ceux que je connaissais. Mais cela ne se voyait pas. Je devenais la maîtresse d'école idéale, c'était d'ailleurs mon but, et on me reconnaissait comme tel. Plus l'idéal est grand, plus le refoulement est profond, et plus le conflit et l'antagonisme sont importants. Oui, je m'en rends compte à présent. Et curieusement, alors que je considère tout cela, il m'est égal d'être ce que je suis. Cela vous est égal parce que vous le reconnaissez de façon brutale, n'est-ce pas? Il y a un certain plaisir à reconnaître les choses de cette façon-là. Cela procure de la vitalité, un sentiment de confiance dans la connaissance de soi, le pouvoir du savoir. Comme la jalousie qui, bien que douloureuse, vous donnait le sentiment du plaisir, la compréhension de votre passé vous procure maintenant une impression de maîtrise qui est également plaisante. Vous venez de découvrir un nouveau terme pour désigner la jalousie, la frustration, le fait d'être abandonné. C'est la haine et la conscience que vous en avez. Il entre de l'orgueil dans le savoir, et c'est encore une forme d'antagonisme. Nous allons d'une substitution à une autre, mais toutes les substitutions sont essentiellement semblables, bien qu'au niveau du langage, elles puissent sembler différentes. Et vous êtes prise au piège de votre propre pensée, n'est-ce pas? En effet. Mais que peut-on y faire? Ne demandez pas, mais regardez plutôt le mécanisme de votre propre pensée. Que de ruses et de tromperies. Votre esprit vous promet la libération, mais il ne vous accorde que d'autres crises et d'autres antagonismes. Essayez seulement de considérer cela passivement et laissez se dégager la vérité. Peut-on se libérer de la jalousie, de la haine, de cette bataille incessante et refoulée? Lorsque vous espérez quelque chose, que ce soit positivement ou négativement, vous projetez votre propre désir. Vous réussissez dans votre désir, mais ce n'est qu'une autre substitution, et la bataille sera de nouveau engagée. Ce désir d'obtenir ou d'éviter est toujours du domaine de l'opposition, n'est-ce pas? Il faut reconnaître la fausseté dans la fausseté pour que la vérité soit. Il n'est pas besoin de la rechercher. Vous trouverez ce que vous cherchez. Mais ce ne sera pas la vérité. C'est un peu comme un homme méfiant qui découvrirait ce qu'il suspectait précisément, ce qui est relativement facile et stupide. Essayez d'avoir une conscience passive de la totalité de ce processus de la pensée, ainsi que du désir d'en être libéré. Tout cela a été pour moi une découverte extraordinaire, et je commence à voir la vérité de vos propos. J'espère qu'il ne me faudra pas trop longtemps pour dépasser ce conflit. Mais voilà que je recommence à espérer. Je vais regarder en silence et voir ce qui arrivera.